cours le vendredi, donc en appelant notre maître à tous, professeur Mohamed Habib Lash, qui va nous parler de l'épaule et l'échographie, la continuité de la main du clinicien. Allez-y. Merci beaucoup. Je remercie une autre fois les organisateurs de m'avoir permis de parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'échographie. Et puisque le thème d'aujourd'hui, c'est l'épaule, donc je vais parler de l'épaule et de l'apport de l'échographie en MPR. L'échographie est un outil pour le diagnostic, pour le suivi et pour la prise en charge des pathologies musculo-squelettiques et donc aussi des pathologies au niveau de l'épaule. Il a facilité notre examen clinique, il a facilité notre diagnostic, il a facilité la prise en charge de nos malades. Et le plan que je vais aborder, c'est l'échographie comme un outil diagnostique, donc la continuité du main du clinicien comme un outil diagnostique, comme un outil thérapeutique pour le traitement. Et après, quels sont les avantages que ça nous donne cet outil-là? Donc, comme outil diagnostique, l'échographie, elle nous permet de faire le diagnostic des pathologies musculaires, mais ici au niveau de l'épaule, surtout les pathologies tendineuses, les pathologies articulaires. Au niveau de l'épaule, on peut voir la lésion cartilagineuse. Les pathologies nerveuses, donc qu'on va voir tout à l'heure, le nerf scapillaire, le nerf axillaire, le nerf, les onces de pectoraux, et elle nous permet, pour ceux qui font l'EMG, un guidage électromyographique, et elle permet les blocs moteurs diagnostiques. Donc, vous voyez que sur le plan diagnostique, déjà, l'échographie, c'est un excellent moyen qui nous permet d'avancer. Je commence par les tendons. Les tendons ont un aspect fibrillaire hyperéchogène, comme vous le voyez sur les diapos. Ça, c'est une vue longitudinale, donc du long biceps, et celle-ci, le tendon du grand pectoral. Et il est très important de pouvoir différencier l'aspect d'un nerf, l'aspect d'un muscle, l'aspect d'un tendon et l'aspect d'un vaisseau, soit sur une coupe transversale, soit sur une coupe longitudinale. Et puisque je parle de tendons, l'aspect d'un tendon et d'un nerf se ressemblent énormément et il faudrait avoir les astuces nécessaires pour les différencier, surtout l'anisotropie. Le diagnostic, on peut faire le diagnostic de tendinopathie, surtout le tendon du supraépineux qui peut être lésé et on peut visualiser une rupture et on peut, par la palpation, la sonopalpation, voir s'il y a une dépression de ce tendon qui marque la rupture des tendons du supraépineux. Elle peut visualiser une ténosynovite du long biceps avec du liquide autour du long biceps. Elle permet aussi de visualiser le cartilage. Ce n'est pas l'examen pour visualiser, mais en faisant une infiltration de l'épaule, on va voir le cartilage en échographie et ça va nous permettre donc de positionner notre aiguille sur ce cartilage pour infiltrer. Et lorsqu'on n'a pas de cliché radiologique, on peut suspecter une arthrose de l'épaule sur l'échographie. Mais bien sûr, logiquement, on n'infiltre pas sans avoir un cliché standard. Elle nous permet de voir une bursite sous-acromio-deltoïdienne. Vous voyez ici une bourse qui est pleine de liquide. Elle nous permet de suspecter et de chercher l'étiologie d'une pathologie
nerveuse périphérique au niveau de l'épaule. Vous voyez ici, c'est un volleyeur de haut niveau, et vous voyez le creux au niveau du sous-épineux, et donc il a une lésion du nerf sous-épineux. Ce patient-là, il avait un kyste au niveau de l'échangre spino-glénoïdien qui a été aspiré sous échographie. Parfois, on a besoin de faire un diagnostic électromyographique. Et certains muscles sont difficiles à piquer et dangereux à piquer, comme les muscles grands et petits pectoraux. Ce patient, il avait une atteinte, une paralysie du plexus brachial complète. Et il a récupéré le C8D1. Donc, c'était une neuropraxie au niveau C8D1. Mais le C5, C6 est absent. Il n'avait pas de flexion de coude. Et le chirurgien voulait réanimer son coude par le transfert du petit pectoral. Et donc, il nous a demandé, est-ce que le petit pectoral est neurogène? Et pour aller piquer le petit pectoral, ce n'est pas donné sans EMG. Et c'est pour cela qu'on a développé la technique de guidage électromyographique sous échographie. Vous voyez, c'est une femme qui avait un traumatisme de l'épaule, et vous voyez qu'il y a une asymétrie. Il faudrait piquer le muscle grand et petit pectoral pour voir s'ils sont atteints dans un cadre de diagnostic. Et vous voyez sur cette image, celle-ci est une côte, une autre côte, et ça, c'est la plèvre. Donc, il faudrait piquer sous un guidage échographique pour assurer une sécurité à ce diagnostic. Donc, vous voyez ici, ça c'est le grand pectoral et ça c'est le petit pectoral, et juste au-dessous, vous avez le poumon et plèvre. Les blocs moteurs aussi nous permettent nous aider au diagnostic. Et les blocs moteurs se font surtout sous guidage échographique. Et c'est une recommandation des anesthésistes, grade 1, avec un fort accord de faire ça sous échographie. Ce patient-là, il a une flexion du coude. Et le chirurgien pose la question, est-ce que c'est une rétraction ou une spasticité pour faire une neurotomie? Et pour faire le diagnostic ou la différenciation, il faudrait faire un bloc du nerf musculo-cutané. Le nerf musculo-cutané, il est injecté au niveau du creux de l'aisselle. Donc, c'est aussi au niveau de l'épaule. Donc, on va injecter de la xylocaïne autour du nerf musculo-cutané, et on a eu une... Donc, voici l'injection de xylo autour du nerf musculo-cutané, au niveau de l'aisselle. Voilà. Et la xylocaïne tourne autour du nerf musculo-cutané. Et après ça, on a pu faire... vous voyez ici, après bloc, on ne peut pas passer l'avant-bloc. Voilà. Donc, avant-bloc et après bloc. À une nette amélioration. Donc, le bloc moteur nous a permis de faire, l'échographie nous a permis de faire le bloc qui nous a différencié, donc, la spasticité de la rétraction. Maintenant, l'échographie comme une étude thérapeutique.
Ça va nous permettre de faire les infiltrations éco-guidées, les aspirations et les drainages. Ceci se fait par une sonde de haute résolution avec soit une technique in-plane, c'est-à-dire que l'aiguille est parallèle à la surface de la sonde, ou out-plane, c'est-à-dire l'aiguille est perpendiculaire. La technique in-plane nous permet de voir toute la surface, donc toute l'aiguille, alors que la technique out-plane, on va pouvoir regarder ou voir que la pointe de l'aiguille. Et donc, la technique in-plane est beaucoup plus intéressante puisqu'elle nous permet de voir le trajet de l'aiguille et toute l'aiguille et la pointe de l'aiguille. Et tout à l'heure, je vais parler de différents avantages de cette technique. Donc, les exemples d'injection, l'injection de bourse sous acromio-deltoïdienne, ici, donc par voie antérieure, on va placer, voici notre aiguille, et ici c'est la bourse. Donc on va injecter soit corticoïdes ou PRP ou ce qu'on a décidé d'injecter comme produit. Il y a les injections tendineuses et péritendineuses, et vous savez qu'en intratendineuse, on peut injecter surtout la PRP, et en péritendineux, on va injecter surtout la corticothérapie. Les intra-articulaires, au niveau de l'épaule, on va injecter surtout en cas de capsulite rétractile, en cas d'arthrose et en cas d'arthrite inflammatoire. Et les produits injectés, c'est surtout les corticothérapies et l'anesthésie locale, l'acide hyaluronique et le PRP parfois. Mais aussi, comme au niveau articulaire, on peut injecter aussi l'articulation acromio-claviculaire. Voici comment on injecte donc par voie postérieure l'articulation gléno-hémérale. Et vous voyez ici, est-ce qu'on peut passer le vidéo? Est-ce qu'on peut passer la vidéo? Voilà, vous allez voir le produit, voilà le produit qui passe en intra-articulaire. Bien sûr qu'on a placé notre aiguille dans cette région sur le cartilage. Vous voyez une autre fois le liquide qui se transmet dans l'espace intra-articulaire. C'est un liquide fait de corticothérapie et de corticoïdes et d'anesthésie locale, de la lidocaïne. Il y a les blocs nerveux, et on aura tout à l'heure une conférence sur le bloc nerveux, donc je vais passer très rapidement. Soit le nerf suprascapulaire au niveau de l'incisure scapulaire, en cas de douleur, donc pour diagnostic. En cas de bloc nerveux, on peut donc injecter l'anse des pectorales. Donc vous voyez ici l'anse des pectoraux, la rigidité, et dans cette diapo, après injection de phénol, comment il s'est amélioré. Donc ça nous a permis un acte thérapeutique, et voici comment on a injecté du phénol au niveau du nerf pectoral latéral. On a deux nerfs pectoraux au niveau de l'anse pectoraux, l'un latéral et l'autre médial.
Et les détails, je pense qu'on va les voir voici comment on place la sonde et comment on injecte. Le nerf axillaire, certaines douleurs postérieures au niveau de l'épaule sont dues à l'atteinte du nerf axillaire et l'injection ou le bloc de ce nerf permet d'avoir une ontalgie. C'est rare, mais c'est possible. Et voici comment on place la sonde. Et le nerf, il est toujours, ces petits nerfs, ils sont localisés par l'artère qui les accompagne. Ces nerfs qui donnent de la douleur, surtout le nerf scapulaire, peuvent bénéficier d'une cryoneurolyse, c'est-à-dire l'injection l'injection des nerfs par une température extrême, moins 70 degrés, qui va provoquer une lésion neuronale réversible et il interrompt la conduction de la douleur. Et on peut le faire, on n'a pas cette technique, mais on peut le faire au niveau du nerf suprascapulaire en cas de douleur de l'épaule. Dans les injections, il y a aussi l'injection de toxines. Et ici, on préfère la technique in plane puisqu'il y a le confort de l'aiguille. On voit l'aiguille sur toute la totalité. La possibilité d'injecter 2 points en une même infiltration. On peut voir l'ensemencement du produit. Donc, on peut l'étaler sur tout le muscle. La possibilité d'injecter 2 comportements en un seul point. Et meilleur abord des jonctions neuromusculaires en tant que parallèle aux fibres musculaires des structures des muscles plans, comme le grand pectoral et le petit pectoral. Donc voici injection en 2 points, petit pectoral et grand pectoral, on peut l'injecter en une seule entrée, soit les muscles, soit les deux branches nerveuses. Donc, vous voyez, je vous montre les différentes localisations qu'on peut réaliser sous échographie avec un nombre de points au niveau du grand pectoral, le nombre de points, la localisation de ces points, comment les visualiser, le subscapulaire aussi. N'oublie pas que tous ces nerfs-là tous ces muscles-là passent à côté du thorax et donc de la plèvre de la plèvre et donc un risque de pneumothorax. Et donc l'apport de l'échographie est très important. Comment aussi injecter le grand dorsal avec les différentes portions. Le grand rond, c'est un muscle qui est assez difficile à localiser, et donc il est très important de l'injecter sous échographie. Donc vous avez vu quelques exemples d'injection, mais tout ça nécessite une formation en échographie de ces muscles-là, et je pense que les muscles de l'épaule nécessitent un atelier qu'on fera, Inch'Allah, dans une autre journée. Donc, comme outil thérapeutique, il y a les injections et les infiltrations aussi éco-guidées et les aspirations et drainages éco-guidés. Donc, vous voyez cette bourse, on l'a aspirée et vous voyez le liquide qu'on a aspiré, on a injecté du corticoïde. Mais aussi, les calcifications, on peut les diluer, les aspirer, puis injecter du corticoïde. On a parlé donc comme outil thérapeutique des injections, bourses, tendons, aspiration, mais j'en ai parlé aussi de l'EMG éco-guidé pour le diagnostic, mais aussi dans un but thérapeutique si on veut transférer un muscle, il est très important de le piquer pour voir s'il est neurogène ou s'il n'est pas neurogène. Donc l'avantage de l'échographie en MPR, ils sont très importants. L'échographie, elle est rapide, elle est faisable en consultation, donc on la fait lorsqu'on consulte.
il n'y a pas d'irradiation, c'est un coût inférieur aux autres images et en principe, pour nous, ça entre dans notre consultation. Il permet une palpation par la sonde, il permet un test dynamique, il a un intérêt intellectuel puisque ça fait plaisir de faire le diagnostic toi-même dans la consultation avec de meilleurs résultats et une précision très importante. Vous imaginez une épaule de hémiplégique douloureuse avec toutes les composantes qu'on a vues avec le professeur Roubi dans la journée d'hiver, capsule, articulation, muscles, bourse, tendons, nerfs, quel est l'élément qui est atteint. L'échographie, elle permet d'intervenir dans le diagnostic, mais aussi dans la thérapeutique par les blocs, les injections de phénol, l'injection de toxines, etc. Et les infiltrations et les arthrodistensions de la gléno-hémérale. En conclusion, donc, l'échographie, c'est un outil fondamental en médecine physique. Il a un rôle diagnostique des pathologies, un rôle interventionnel. Il nous permet de comprendre mieux la physiopathologie de la pathologie qu'on examine. Il facilite les repérages et une meilleure précision, moins de risques hémorragiques pour les sujets sous anticoagulants. Donc, l'avenir de la MPR repose sur une intégration plus large de l'échographie associée à des formations spécialisées pour les praticiens afin d'optimiser la prise en charge des patients et de garantir une médecine physique et réadaptation plus efficace et personnalisée. Et nous, à la faculté de médecine de Sfax, et depuis 2018, on a commencé une formation diplômante, un CSC d'échographie musculo-squelettique. Je vous remercie. Merci, professeur Lage, pour ce tour d'horizon. Il est clair aujourd'hui que l'échographie est devenue indispensable dans la pratique de MPR. Nous laissons la discussion pour la fin et j'appelle Dr Jihen Schmack pour nous parler de la prise en charge de l'épaule douloureuse, 360 degrés, du diagnostic prédictif à la prise en charge, panorama des nouveaux guidelines. Salam alaikum, bonjour chers maîtres, chers confrères, chers amis. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Je tiens d'abord à remercier le comité d'organisation de m'avoir associé à ce 28e congrès national de médecine physique, rééducation et réadaptation fonctionnelle. Donc, au cours de cet exposé, nous allons parcourir un panorama à 360 degrés de l'épaule douloureuse, du diagnostic prédictif à la prise en charge, en nous appuyant sur les nouveaux guidelines. Donc, la douleur de l'épaule est un motif omniprésent dans nos consultations de MPR parce que deux personnes sur 3 donc, peuvent présenter ce symptôme au cours de leur vie. L'étiologie la plus fréquente est l'atteinte de la coiffe des rotateurs dans 70% des cas. Et dans la majorité des cas, nous traitons des patients qui sont actifs. Et donc l'enjeu socio-économique et professionnel. Et donc ceci nous oblige à une efficience diagnostique et thérapeutique absolue. Donc, sur cet algorithme proposé par la Haute Autorité de Santé en 2023, une douleur de l'épaule peut se présenter dans un tableau qui est aigu, évoluant depuis moins de 6 semaines, ou comme une épaule douloureuse persistante, évoluant depuis plus de 6 semaines. Et dans tous les cas, l'étiologie peut être soit liée à une atteinte articulaire ou à une atteinte abarticulaire. Donc, au cours de notre analyse, on va partir plutôt sur l'épaule abarticulaire, puisque c'est sur ce champ précis que les nouvelles recommandations apportent les évolutions les plus significatives.
Nous allons croiser alors deux regards. Donc, d'un côté, les recommandations de bonnes pratiques françaises publiées en 2023 et mises à jour en 2024, et de l'autre, donc la référence anglo-saxonne avec les Clinical Practice Guidelines publiées en 2025 et approuvées par l'American Physical Therapy Association et l'Academy of Orthopedic Physical Therapy. Devant une épaule douloureuse, donc la première étape du diagnostic prédictif, c'est le triage. Avant d'incriminer la coiffe, il faudrait éliminer donc, les pathologies graves, notamment donc, dans un contexte de douleur aiguë. Il s'agit de pathologies viscérales à l'origine de douleurs projetées, telles que des pathologies pulmonaires, cardiaques, biliaires, mais aussi de pathologies liées à l'épaule, mais dont la prise en charge est urgente, telles que le traumatisme ou la rupture étendue de la coiffe des rotateurs ou l'arthrite septique. Pour éliminer ces diagnostics, donc les sociétés savantes ont défini les red flags. Donc, par exemple, une douleur d'allure projetée ou un contexte traumatique ou des signes systémiques doivent faire évoquer donc, une pathologie grave et doivent faire changer radicalement notre conduite, notre algorithme décisionnel, et les explorations en présence de ces drapeaux rouges deviennent urgentes. Une fois les drapeaux rouges écartés, donc l'examen doit être structuré, examen bilan de l'épaule proprement dite, examen du rachis cervical, examen neurologique des membres supérieurs. Et sur les données de l'examen clinique, la distinction entre une mobilité articulaire qui est limitée, une mobilité articulaire normale, est le premier carrefour qui nous oriente soit vers une épaule qui est raide, soit vers une épaule non enraidie, ce qui évoque en premier lieu le syndrome douloureux subacromial. Et c'est ici que le changement est le plus radical. Donc, les recommandations Haute Autorité de Santé 2023 enterrent définitivement le terme conflit. Pourquoi ? Parce que l'idée qu'un os qui frotte mécaniquement sur un tendon est simpliste, elle est souvent erronée, et c'est un terme qui suggère une fatalité anatomique qui va mener directement à la chirurgie. Nous parlons désormais de syndrome douloureux subacromial. C'est un diagnostic qui se porte sur un faisceau d'arguments. D'abord, une douleur de l'épaule qui irradie jusqu'au bras, l'absence d'enraidissement de l'articulation à l'examen et des tests cliniques qui sont en faveur. C'est un syndrome qui inclut donc, le spectre des tendinopathies de la coiffe des rotateurs et du long biceps et les bursopathies. L'examen clinique, selon la Haute Autorité de Santé, donc, repose non pas sur des tests de conflit, mais plutôt sur des tests de reproduction de symptômes, l'objectif étant de confirmer ce syndrome douloureux subacromial. La Haute Autorité de Santé 2023 mentionne également donc, les tests tendineux, mais il faut connaître et garder à l'esprit que la spécificité de ces tests reste discutée dans la littérature. Dans les Clinical Practice Guidelines 2025, on insiste sur l'intérêt de la combinaison de tests pour confirmer ou infirmer le diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs, mais on propose de plus, avec un niveau de preuve moyen, donc 2 tests cliniques. L'arc douloureux, lorsqu'il est positif, il permet de confirmer le diagnostic de tendinopathie de la coiffe, et le Hawkins, lorsqu'il est négatif, il permet d'écarter la suspicion diagnostique de tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Pour l'évaluation des déficiences, donc les Clinical Practice Guidelines sont catégoriques et nous engagent avec un grade A. Donc l'estimation visuelle des amplitudes articulaires devrait être abandonnée au profit des mesures qui sont rigoureuses et instrumentales à l'aide d'un clinomètre ou de goniomètre. De même, donc, la dynamométrie dynamique devient aujourd'hui le standard de précision pour l'évaluation de l'épaule, notamment pour la quantification de la force isométrique du complexe de l'épaule. Au-delà de l'examen clinique, notre évaluation doit s'inscrire dans le cadre du modèle conceptuel de la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, parce que c'est le seul moyen donc, de documenter objectivement non seulement l'évolution de la maladie, mais le retentissement réel de la maladie sur la vie du patient. Il s'agit d'une recommandation grade A des Clinical Practice Guidelines et pour y parvenir, il faut utiliser des questionnaires auto-administrés et validés.
Parmi les questionnaires recommandés par les Clinical Practice Guidelines 2022 et 2025, nous pouvons citer donc l'ACES, le DASH, le Quick DASH, le score de Constant, l'OSS, qui sont tous validés en arabe, mais nous avons la chance d'avoir 2 questionnaires qui sont validés linguistiquement et culturellement en Tunisie par l'équipe de Sfax en 2011, à savoir donc l'ACES et le SPADI. Je vous présente ici l'ACES qui n'est pas très long, il comporte uniquement 10 items et dans les items combine l'arabe littéraire et l'arabe dialectal tunisien, donc très intéressant pour l'évaluation de nos patients en pratique quotidienne. Toujours dans le cadre de l'application du modèle conceptuel de la CIF, donc l'épaule abarticulaire est de plus en plus évaluée dans une approche biopsychosociale qui tient compte des facteurs contextuels. Donc, le diagnostic prédictif d'une épaule douloureuse doit identifier également les yellow flags ou les drapeaux jaunes, qui sont des facteurs prédicteurs de passage à la chronicité. Les Clinical Practice Guidelines donc, retiennent la recherche systématique de ces yellow flags avec un niveau de preuve moyen, alors que la Haute Autorité de Santé ne les retient pas explicitement dans le bilan initial, mais elle préconise paradoxalement donc, leur prise en charge ultérieurement, et ceci relève peut-être d'une lacune dans les référentiels Haute Autorité de Santé. Intégrer ces facteurs au diagnostic est un impératif pour éliminer donc les patients à risque d'échec thérapeutique. C'est la condition également pour établir un programme et une prise en charge qui est individualisée et centrée sur le patient. Parmi les yellow flags, donc, il y a les facteurs personnels tels que l'âge, tels que les antécédents de blessures de l'épaule, des facteurs psychosociaux tels que l'anxiété, le catastrophisme, la kinésiophobie, et des facteurs professionnels tels que l'insatisfaction au travail ou les antécédents d'absentéisme fréquent au travail. Concernant les examens complémentaires, la radiographie standard reste pour la Haute Autorité de Santé l'examen de première intention. Elle doit être réalisée sans délai en présence des drapeaux rouges, mais en l'absence, donc devant une épaule qui est non traumatique, non enraidie, non hyperalgique, elle est réalisée en l'absence d'amélioration après 4 à 6 semaines d'évolution, et ceci est valable avec ou sans traitement. Pour les Clinical Practice Guidelines, donc, ils ne retiennent pas, donc ils recommandent la réalisation dans un délai de 12 semaines après traitement médico-fonctionnel bien conduit. Les clichés recommandés sont des clichés de face en rotation neutre, en rotation interne et en rotation externe, et un faux profil de l'AMI. Et il n'y a pas de preuve de bilatéralité systématique dans la réalisation des radiographies. Pour l'échographie, donc la Haute Autorité de Santé est formelle. L'échographie ne doit pas être précoce. Elle est recommandée en cas d'échec du traitement médico-fonctionnel, donc conduit pendant environ 3 mois. Pourquoi ? Donc, parce que d'abord, il n'y a pas de corrélation radioclinique absolue dans la pathologie de la coiffe des rotateurs. Donc les lésions dégénératives de la coiffe sont très fréquentes, notamment chez les personnes âgées. Et en plus, il y a dans la littérature donc, des études qui suggèrent qu'une échographie faite précocement, donc, elle a un effet délétère sur l'évolution de la maladie. Donc en pratique, vous pouvez toujours demander une échographie précocement. Vous pouvez tomber sur une atteinte des coiffes des rotateurs qui est fréquente chez le sujet âgé, sans pour autant que cette lésion soit la cause réelle de la symptomatologie. Et même si cette lésion, elle est symptomatique réellement, le fait que le patient découvre qu'il a une lésion de la coiffe des rotateurs, ça va favoriser chez lui donc la kinésiophobie qui est un facteur de passage à la chronicité. Les Clinical Practice Guidelines donc, retiennent également ce délai de 3 mois de traitement médico-fonctionnel bien conduit avant la réalisation de l'échographie. L'IRM est réservé pour des indications particulières, notamment la discordance clinico-échographique, la forte suspicion dès le début de rupture transfixion de la coiffe des rotateurs et en préopératoire donc pour évaluer la myotrophie et la dégénérescence graisseuse. Concernant la prise en charge du syndrome douloureux subacromial, donc elle s'articule autour de 3 axes, l'action préventive, le traitement conservateur et la chirurgie. Pour donc, le traitement conservateur, il repose sur l'éducation thérapeutique plus la gestion des facteurs de risque, les traitements pharmacologiques et le traitement physique.
Pour l'éducation thérapeutique, donc elle est recommandée avec un faible niveau de preuve, donc il s'agit d'un adjuvant de la rééducation. Elle doit être centrée sur le patient et doit traiter les facteurs psychosociaux qui sont identifiés au bilan initial. Elle doit insister sur la poursuite des activités tolérables, donc l'arrêt de travail n'est pas systématique. Et chez les personnes âgées, attention, il faut équilibrer les tares associées tels que le diabète ou la dyslipidémie. Le deuxième volet, donc, c'est le traitement pharmacologique. Les antalgiques sont recommandés, donc palier 1, palier 2, recommandés selon un accord d'experts. Et les AINS donc, sont recommandés avec un niveau de preuve moyen, donc sur des durées limitées. Les infiltrations gardent une place, bien sûr, cependant, elles ne sont pas une fin en soi. Elles servent à ouvrir une fenêtre d'indolence pour faciliter la rééducation. Elles doivent être proposées en deuxième intention en cas de douleur rebelle au traitement usuel et de préférence sous échographie si celle-ci elle est disponible. Les directives de l'ENEAS sur la prise en charge de la douleur chronique non cancéreuse de l'adulte de 2025 rapportent également l'intérêt et l'efficacité de la mésothérapie dans la prise en charge des tendinopathies de la coiffe des rotateurs. Avant d'entamer les directives sur la rééducation fonctionnelle, je dois noter que les recommandations de bonnes pratiques françaises de 2023 sur la prise en charge des tendinopathies non rompues de la coiffe des rotateurs ont découlé d'un contexte bien particulier. En effet, donc, l'élément déclencheur était un constat alarmant issu d'une étude nationale française menée en 2022 qui a montré un recours trop fréquent à la chirurgie, notamment à l'acromioplastie, et à une prise en charge incomplète au moment de la chirurgie. Donc, un patient sur 3, comme vous voyez, n'a pas eu de kinésithérapie avant la chirurgie et un patient sur 2 n'a pas fait d'infiltration. Donc, voici le cœur des nouvelles guidelines par rapport à la prise en charge des tendinopathies de la coiffe des rotateurs, le traitement conservateur et le traitement de première ligne. Le grade A, c'est l'exercice physique et le travail actif. Il pourrait inclure, bien sûr, le travail du contrôle moteur ou le renforcement musculaire contre résistance. Pour la thérapie manuelle, telle que les mobilisations, les assouplissements, il s'agit d'un adjuvant pour gagner donc, une fenêtre d'opportunité permettant le travail actif et elle est recommandée avec un niveau de preuve moyen. Donc, cependant, certains paramètres restent encore à définir car les preuves manquent, notamment par rapport au choix entre kinésithérapie à domicile ou supervisée et par rapport au bon dosage du travail actif, notamment les paramètres fréquence, intensité, type d'exercice et durée. Les autres interventions permises et recommandées avec un faible niveau de preuve sont l'acupuncture, l'ergothérapie, l'onde de choc et le laser pour les tendinopathies calcifiantes. Cependant, donc, l'onde de choc, elle est non recommandée, voire proscrite pour les tendinopathies non calcifiantes et les ultrasons sont proscrits également pour les tendinopathies, que ce soit calcifiantes ou non calcifiantes. Pour la Haute Autorité de Santé, donc le recentrage de la tête sur le plan travail actif, le recentrage actif de la tête humérale et le renforcement de la coiffe du rotateur avec tout le complexe de l'épaule sont recommandés avec un niveau de preuve moyen et le travail articulaire, postural, proprioceptif sont recommandés selon un accord d'experts. Concernant la chirurgie, donc, pour la Haute Autorité de Santé, devant un syndrome douloureux subacromial, en l'absence de rupture, transfixion de la coiffe des rotateurs, et même en cas d'échec du traitement conservateur, il n'y a pas de preuve d'efficacité de la chirurgie de décompression, à savoir donc l'acromioplastie, bursectomie, isolée par rapport au placebo, et celle-ci n'aurait pas de valeur ajoutée par rapport à un programme d'exercice. Les Clinical Practice Guidelines également retiennent avec un haut niveau de preuve que la chirurgie n'est pas recommandée même après échec du traitement conservateur. Et même pour les ruptures non traumatiques mais qui sont transfixion de la coiffe des rotateurs, donc cette revue Cochrane publiée dans Wiley en 2019 conclut que la chirurgie de réparation et associée ou non à la chirurgie de décompression n'apporte que peu ou pas de bénéfices par rapport au traitement conservateur pendant une période qui peut aller jusqu'à une année après la chirurgie, et ceci est valable pour la douleur, la qualité de vie et la fonction. Donc,
finalement, la chirurgie n'est envisageable que devant une rupture transfixiante confirmée à l'imagerie, qui est a priori traumatique chez un adulte jeune avec une charge de travail importante et en l'absence de dégénérescence graisseuse. Donc, en résumé, pour les Clinical Practice Guidelines, en cas de suspicion de tendinopathie de la coiffe des rotateurs, on peut directement passer vers le traitement médico-fonctionnel, même en l'absence d'exploration. En l'absence d'amélioration sous ce traitement médico-fonctionnel à 3 mois d'évolution, donc des explorations peuvent être demandées ou le patient peut être référé vers un spécialiste. Pour la Haute Autorité de Santé, donc le traitement de première ligne, il est médical, donc conduit jusqu'à 4 à 6 semaines. En l'absence d'amélioration, là, on demande les radiographies de l'épaule et le traitement devient médico-fonctionnel. En l'absence d'amélioration à 3 mois, c'est là que l'échographie ou l'échographie est indiquée et le patient peut être référé vers un spécialiste également. Donc, pour conclure ce panorama à 360 degrés, je veux insister sur 5 messages. D'abord, donc, nos mots sont puissants. Il faudrait adapter notre terminologie sur l'épaule douloureuse, surtout en matière de pédagogie passion. Il faut éviter donc d'utiliser des mots qui sont anxiogènes pour le patient, tels que conflit ou acromion agresseur. L'évaluation rigoureuse, elle est primordiale, que ce soit dans l'examen ou dans l'évaluation du retentissement fonctionnel. Le diagnostic prédictif ne s'arrête pas à l'épaule. Il est préférable d'aborder l'épaule dans une approche biopsychosociale qui tient compte des facteurs contextuels et qui fait le dépistage systématique des drapeaux jaunes. L'imagerie, elle doit être raisonnée. L'échographie ne doit pas être précoce. Il faut se rappeler que nous traitons un patient, pas une image. Et enfin, notre standard d'or pour la rééducation, c'est le travail actif, le mouvement, le renforcement, c'est le traitement de la tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs. Merci pour votre attention. وين اللحظة؟ شنو؟ إيه أعطينا عاد شكون؟ Précision. Donc, merci, Dr. Schmack, pour cette excellente présentation. Nous invitons Dr. Inès Loubiri, c'est ça, pour présenter la thérapie dégénérative de l'épaule vers une médecine de précision. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous, chers modérateurs, maîtres, confrères et amis. Je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui durant cette 28e journée de la Sautumer, congrès de la Sautumer. Je tiens tout d'abord à remercier le comité d'organisation pour m'avoir associé à cette belle session sur l'épaule et pour l'excellente organisation et le choix des différents thèmes. Alors, après avoir vu avec professeur Lache un des outils de la précision et après avoir vu l'arsenal thérapeutique classique, nous allons maintenant voir avec cette troisième conférence redéfinir nos frontières thérapeutiques avec la médecine régénérative qui on va évoluer vers une vraie médecine de précision. On a déjà parlé des différentes étiologies de l'épaule qui sont chapeautées par les pathologies de la coiffe et comme vous pouvez le voir, leur prévalence ne cesse de grimper, que ce soit pour la population générale ou pour les populations âgées. Pourquoi l'articulation de l'épaule est-elle une articulation si vulnérable? Parce qu'en fait, on doit relever un défi qui est de concilier une mobilité suffisante avec une stabilité qui permet d'avoir une épaule fonctionnelle et supporter des charges. Alors, l'arsenal thérapeutique classique qu'on a, que ce soit avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens, avec les infiltrations corticoïdes ou bien les sutures chirurgicales, malheureusement, les résultats au long cours sont encore décevants et ceci surtout frappant par le taux de re-rupture. Donc, on a tous ce patient qui, après une suture tendineuse, il a une très belle image de suture à l'IRM, mais on continue à avoir une épaule qui est limitée et douloureuse. Parce qu'on a compris en 2026 que l'échec n'est pas mécanique. Pour cela, on a changé de paradigme. On a passé de cette
chirurgie qui répare la structure vers une vraie thérapie régénérative qui vise à corriger cette structure tendineuse et à restaurer un tissu de haute qualité. Alors, cette solution uniforme pour tous les patients, elle est abandonnée au profit d'une vraie thérapie sur mesure où on analyse les particularités clinico-biologiques du patient. Et pour que cette cette thérapie sur mesure, bien sûr, peut se réaliser, elle doit s'appuyer sur 3 piliers technologiques importants, essentiellement l'imagerie de pointe, où tout commence par une évaluation ultra précise avec l'IRM de diffusion, l'élastographie, où nous pouvons quantifier réellement la qualité du tissu avant même le choix thérapeutique. Cette thérapie certainement se poursuit, comme a dit le professeur Lash, avec le guidage avec précision éco-guidée qui cible la zone jonction tendon-os. Certainement, on affinera le choix du traitement par l'analyse du liquide synovial qui nous facilitera le choix du traitement adapté selon le patient. Le domaine évolue d'une simple suture mécanique chirurgicale vers une chirurgie augmentée avec les matrices, les cellules souches, le plasma riche en plaquettes. L'avenir réside avec ces matrices bioactives qui vont piloter cette reconstruction tendineuse. L'acide hyaluronique qu'on connaît tous, est-il une thérapie régénérative? La réponse est non. Il ne contient ni cellules ni signaux de reconstruction, mais il est vraiment un lubrifiant et avec son effet anti-inflammatoire, il est recommandé en 2026 de l'injecter en association avec le plasma riche en plaquettes pour les pathologies mixtes de la coiffe des rotateurs. Et actuellement, il est considéré comme un conditionneur du milieu. Il est indispensable de l'utiliser pour optimiser le terrain pour les vraies thérapies régénératives. Essentiellement, on dispose de 4 thérapies régénératives. On commence par le plasma riche en plaquettes, qui est déjà la star actuelle, donc connu pour ses facteurs de régénération tissulaire. Et on a les cellules souches qui sont les vrais chefs d'orchestre par leur double action, qui sont leur qualité, leur capacité de différenciation et l'immunomodulation. À cela s'ajoutent les matrices et les échafaudages, connus pour leur structure solide tissulaire, et l'avenir réside avec les thérapies acellulaires, les exosomes. On va commencer par le plasma riche en plaquettes et afin de pouvoir comprendre le chemin parcouru, on doit voir ce qui s'est passé durant ces dernières vingtaine d'années. En fait, on a passé d'une ère de l'empirisme où on injectait à l'aveugle un plasma qui est riche en leucocytes, en dehors des recommandations, et avec l'apparition des premiers consensus, on commençait à l'utiliser pour les tendinopathies rebelles au traitement fonctionnel. Et c'est avec l'apparition de la notion de bio-augmentation, on a compris que pour le tendon, il nous faut un PRP qui est pauvre en leucocytes. Et depuis 2024 est venue l'ère de la précision, où on parle d'un protocole optimal basé sur une classification précise. Comment agit ce plasma riche en plaquettes? En fait, avec la libération de facteurs de croissance, il va stimuler la prolifération cellulaire à travers la mobilisation des cellules souches endogènes et la synthèse de collagène. Et actuellement, en 2026, on le recommande principalement pour les tendinopathies et les déchirures partielles, mais on a des résultats prometteurs pour l'omarthrose débutante et la capsulite rétractile. Alors, pourquoi on a abandonné ce PRP qui est riche en plaquettes? On avait tous des effets secondaires chez un ou plusieurs patients. On avait des réactions inflammatoires, donc on a compris qu'il est hautement inflammatoire. C'est pour ça que le PRP pauvre en leucocytes, il est l'idéal pour le tendon. C'est quoi cette classification PAO? Elle est basée essentiellement sur la concentration plaquettaire, sur le mode d'activation et sur le nombre de leucocytes présents. Le protocole optimal actuel, il comporte en fait la concentration plaquettaire aux alentours de 1,5 million par microlitre, avec un ratio moyen de 5 à 7 fois plutôt le taux basal, et pauvre en leucocytes. Le volume, on ne doit pas dépasser les 5 millilitres. Avec un guidage échographique, ça c'est un élément indispensable. Le nombre de répétitions, il y a certains patients qui répondent favorablement après une seule injection. Des fois, on aura besoin à répéter sans dépasser les 3 injections en respectant les délais optimaux de la cicatrisation du tendon, en moyenne les 4 semaines entre les injections.
Alors, on va passer maintenant à un niveau qui est supérieur, qui sont les cellules souches, dont on peut prélever de la moelle osseuse, du tissu adipeux ou du cordon ombilical. Leur vraie force, en fait, réside dans leur effet paracrine, où elles modulent l'effet thérapeutique par la modulation de l'inflammation, par la libération de facteurs trophiques et immunomodulateurs, et elles réduisent l'infiltration graisseuse du muscle. Alors, où se fait le prélèvement? Idéalement, on prélève de la moelle osseuse. La zone cible, c'est la crête iliaque postéro-supérieure, mais pas que, mais c'est la zone préférée. Et on préfère la technique plusieurs sites avec des petits volumes pour augmenter les chances de concentration cellulaire. Bien sûr, il faut respecter les règles de la sécurité et les contre-indications absolues, essentiellement les néoplasies, les infections évolutives et les troubles de la coagulation. On se demande concernant le rythme, en général, une seule injection, c'est un geste invasif, une seule injection, elle est recommandée. Le processus technique passe par 3 étapes, l'extraction, la concentration et après l'injection, également indispensable le fait qu'elle soit éco-guidée. On doit jeter un coup d'œil sur la chronologie de la guérison pour comprendre l'effet de ces cellules souches. Après l'injection, on doit informer le patient qu'il entre dans une phase de latence qui peut durer 3 mois et c'est là que l'ingénierie cellulaire fait son travail. On peut avoir un pic d'efficacité vers les 3 à 6 mois et l'évaluation finale aux alentours, elle peut durer on peut la faire à partir de 1 an. Alors, si on n'a pas un résultat suffisant, la conduite, elle est claire. Hein. On doit l'orienter soit vers une chirurgie augmentée, soit vers une autre thérapie régénérative. La répétition n'est pas recommandée avant 3 ans. Et ceci par le fait qu'on a montré à travers une étude récente de 2026 pour les déchirures partielles que la stabilité fonctionnelle et sur la douleur, elle est maintenue jusqu'à 6 ans. Alors, actuellement, on la recommande essentiellement pour les cas d'omarthrose modérée à sévère et les ruptures chirurgicales massives. Donc, on va passer à une troisième thérapie régénérative qui sont les matrices. Ce sont des supports de régénération utilisés lors d'une arthroscopie connus pour leur capacité tissulaire. Plutôt, ils vont renforcer et recréer cette architecture tendineuse, qu'elle soit allogénique, xénogénique, synthétique ou bioactive. Elles ont toutes des objectifs cliniques clairs qui sont plutôt de réduire la tension au site de suture, offrir une trame pour le chimiotactisme et améliorer l'épaisseur et la qualité histologique du tendon régénéré. Actuellement, avant de passer, j'ai voulu vous mettre cette figure qui vous montre l'aspect à l'IRM et l'aspect arthroscopique de ces patchs lors d'une chirurgie augmentée. Voilà, une suture tendineuse avec pose de patch. Leur indication est également répandue aux lésions cartilagineuses. L'exemple type, c'est les lésions du labrum glénoïdien. Ce tableau résume les différents types de dispositifs avec leur indication. En fait, on choisit le type de patch en fonction du terrain, de l'âge et de qualité du tissu lésé. Alors, l'avenir maintenant, c'est avec la thérapie acellulaire, les exosomes, parce qu'en 2026, on a compris que l'effet des cellules souches réside dans les exosomes, des nanovésicules qu'elles excrètent avec un véritable langage de communication. Elles contiennent de l'ARN messager. Pourquoi ce sont des thérapies prometteuses? Parce qu'elles sont acellulaires. On ne craigne pas le rejet cellulaire ni la transformation maligne. Elles sont plus faciles à conserver et prêtes à l'emploi, prêtes à être injectées. Et leur taille nanométrique leur permet de diffuser profondément dans la matrice dense du tendon. Pour que ces thérapies réussissent, on a besoin de monitorer en temps réel avec le dosage des biomarqueurs inflammatoires, avec la quantification élastographique et avec l'évaluation des scores fonctionnels validés. Pour cela, on va voir ensemble un algorithme décisionnel dont le principe fondamental repose sur on ne doit pas traiter une image, mais plutôt
un patient et la décision repose sur la stratification de plusieurs facteurs, des facteurs individuels, cliniques, des facteurs lésionnels et le choix thérapeutique il est orienté par l'analyse de ce liquide biologique. Je propose en ordre croissant des thérapies combinées selon la pathologie. Par exemple, pour les tendinopathies isolées, on propose en première intention maintenant le PRP pauvre en leucocytes avec bien sûr obligatoirement la rééducation. Et pour les déchirures partielles, soit le plasma riche en plaquettes, soit les cellules souches avec la rééducation. Et pour les déchirures massives, c'est la chirurgie augmentée. Alors, actuellement, en 2026, on recommande de combiner d'emblée les thérapies pour maximiser leur effet thérapeutique. L'injection, aussi précise soit-elle, elle ne remplace en fait en aucun cas la contrainte mécanique contrôlée qu'on prescrit, parce que c'est elle qui dicte à la cellule souche de générer un tendon ou pas, et non pas une cellule adipeuse. Donc ces avancées, malgré qu'elles paraissent prometteuses, elles sont vraiment limitées. On a plein d'obstacles et de freins qui limitent leur adoption systématique, essentiellement la variabilité de protocole. Cette préparation de différents produits biologiques, un manque de standardisation entraîne une hétérogénéité des résultats cliniques. Le coût élevé et la non-disponibilité, commençons par les échographes, déjà les premiers outils de précision, et les facteurs individuels du patient. Donc le défi actuel, c'est de rendre cette médecine de précision avec ces outils disponibles au plus grand nombre tout en maintenant la qualité et la sécurité des traitements. Alors, ce qu'on doit retenir, c'est que les thérapies biologiques sont prometteuses, ok, mais elles ne remplacent en rien la chirurgie ni la rééducation. La médecine de précision commence par l'évaluation avant l'instauration du traitement et se poursuit avec le geste. Et ça dépend de différents facteurs individuels. Et pour réussir ces thérapies, il faut savoir choisir le bon produit pour le bon patient avec la bonne rééducation. Donc, à partir de 2026 et plus, on entre dans une ère révolutionnaire qui est l'ère prédictive. C'est à l'aide de l'intelligence artificielle, on pourra prédire déjà la réponse au traitement. L'avenir est pour les thérapies acellulaires, c'est les exosomes, et avec les biomarqueurs, avec le traitement sur mesure, on pourra déjà dire à nos patients avec 90% de précision s'il retrouvera sa fonction. Et je vous remercie. Merci Inès pour cette qualité de présentation. Je pense qu'on va enchaîner directement, on laisse la discussion à la fin. Et je vais appeler professeur Nejla Al-Amri qui va nous présenter les pôles sentinelles des maladies inflammatoires et microcristallines. À vous la parole. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement le comité d'organisation, en particulier Dr Sahbin Tawa et mon ami Asman Mira, de m'avoir associé et convié donc, à votre congrès. Je vous souhaite plein de succès pour cette édition. Alors, vous savez tous que l'épaule est une cible fréquente des rhumatismes inflammatoires chroniques, PR, SPA, et des rhumatismes microcristallins, notamment le rhumatisme à hydroxyapatite et le rhumatisme à pyrophosphate de calcium ou la chondrocalcinose. Et son atteinte s'inscrit généralement dans le cadre d'une atteinte polyarticulaire ou antizétique déjà connue et traduisant une activité forte de la maladie. Mais lorsque l'atteinte est inaugurale, ça peut prêter à confusion et donc elle peut constituer un réel défi diagnostique. Alors, il faut savoir analyser rigoureusement la clinique du patient et bien hiérarchiser les examens complémentaires. Et faute de temps, je ne peux pas détailler toute l'atteinte inflammatoire ou microcristalline de l'épaule. Par contre, j'ai choisi deux situations qu'on va détailler ensemble. Et je commence par cette petite vignette clinique de Madame ML, âgée de 45 ans, qui est diabétique et qui consulte pour une douleur brutale de l'épaule depuis 10 jours,
qui est permanente, qui est diurne et nocturne, insomniante, sans notion de traumatisme ou d'infection récente. Et là, l'examen trouve un état subfébrile, une VA douleur de 9 sur 10 et une mobilité active et passive impossible. C'était un tableau d'épaule pseudo-paralytique. La biologie révèle un syndrome inflammatoire biologique. Les radios de face étaient normales. Alors, quelles sont les suspicions diagnostiques? Bien sûr, on est devant un tableau d'épaule aiguë hyperalgique avec un état subfébrile et un syndrome inflammatoire biologique. Il faut éliminer l'urgence qui est l'arthrite septique, mais pas que l'arthrite septique. Il faut éliminer les tendinopathies calcifiantes en poussée aiguë et les pathologies de voisinage, notamment les pathologies tumorales. Et là, quelle est la conduite à tenir? On va compléter quand même par les radiographies en rotation, on va aller vers une IRM de l'épaule, on va compléter par une échographie ou bien l'adresser au chirurgien directement au bloc opératoire dans la perspective d'une arthrite septique. Alors, que disent les recommandations? Les recommandations de radiologie exigent devant tout tableau d'épaule aiguë de faire les radiographies en rotation. Donc, les radiographies antéro-postérieures en rotation neutre, en rotation interne et en rotation externe, ainsi que l'incidence axillaire et ou scapulaire en Y. Pourquoi? Alors, les radiographies, parfois on a une radiographie de face strictement normale. Par contre, lorsqu'on va faire les radiographies en rotation, ça va révéler les calcifications. Et là, c'est une tendinopathie calcifiante banale. Il y a aussi le profil de l'AMI. Vous voyez ici les calcifications qui passaient inaperçues. Et lorsqu'on fait le profil de l'AMI, donc ce profil va révéler cette calcification. Alors, pour l'incidence oblique, pourquoi cette incidence oblique ou bien l'incidence Gracchi? C'est pour dégager l'interligne articulaire qui est peut-être touchée précocement dans l'arthrite septique. Alors, faut-il faire une IRM rapidement? Alors, il faut faire très attention quant à l'IRM. Pourquoi? Parce que les calcifications au cours des rhumatismes à hydroxyapatite peuvent être associées à un œdème marqué du tendon et de la moelle osseuse et des tissus mous adjacents qui peuvent faire craindre un processus infectieux ou tumoral. Donc, il faut faire les radios standards avant l'IRM et les radios en rotation et il faut orienter le radiologue. Vous voyez ici, par exemple, une coupe TDM et une coupe IRM. Sur la coupe TDM, vous voyez qu'il y a une résorption aiguë d'une calcification du subscapulaire avec élimination intra-osseuse, donc au scanner. Et cette calcification n'était pas détectable à l'IRM. Et on voit surtout un œdème osseux diffus qui peut faire craindre une pathologie infectieuse ou tumorale. Donc, il faut faire très attention, il faut guider le radiologue et il faut faire les radiographies quand même en rotation. Il faut prendre le temps de faire ces radios en rotation. Ou bien, il faut aller vers l'échographie. L'écho a un triple rôle, donc un rôle diagnostique. Ça peut guider la ponction articulaire, donc tout en sachant s'il s'agit d'une arthrite septique, donc ça va faire le diagnostic, ça va confirmer le diagnostic, mais s'il s'agit d'une tendinopathie, donc d'un rhumatisme à hydroxyapatite, l'analyse du liquide articulaire ne va pas révéler les microcristaux, parce que le rhumatisme à hydroxyapatite, c'est un rhumatisme à part, c'est pas comme la goutte et c'est pas comme la CCA. Alors, l'échographie a un intérêt aussi thérapeutique que je vais détailler tout de suite. Alors, chez notre patient, il s'agit bien d'une calcification tendineuse du sus épineux. Donc, c'est une tendinite calcifiante dans le cadre d'un rhumatisme à hydroxyapatite. C'est la maladie des calcifications tendineuses multiples. Alors, qu'est-ce que c'est la tendinite calcifiante? C'est la cause la plus fréquente d'une épaule aiguë hyperalgique avec une incidence de 2,7 à 20%. C'est le principal diagnostic différentiel d'une arthrite septique. Et sa prévalence est plus élevée chez les femmes entre 30 et 50 ans. Elle est rare après 70 ans et avant 20 ans. Et il faut savoir que la calcification en elle-même n'est pas toujours symptomatique. Et cette calcification va avoir donc 3 étapes en fait. Il y a la phase de formation
les dépôts de calcium se déposent de façon multifocale, une phase quiescente asymptomatique, et puis tout d'un coup, il y a une phase de résorption de la calcification, et c'est la crise hyperalgique qui mime une arthrite septique. Donc, il y a un afflux de macrophages, de cellules géantes plurinucléées qui phagocytent et résorbent progressivement la calcification. Et ces calcifications, on peut les classer sur plusieurs classifications. Donc, la plus connue est celle-ci, c'est celle de la Société française d'arthroscopie. Les calcifications de type A, ce sont des calcifications homogènes à contours nets. Les calcifications de type D, ce sont des calcifications hétérogènes, polylobées ou fragmentées à contours nets et sont les plus fréquentes. Et le type C, c'est les calcifications hétérogènes sans contours nets en pâte de dentifrice. Les corollaires en échographie, donc la calcification dure avec cône d'ambre postérieur, les calcifications molles sans cône d'ambre postérieur, et puis les deux dernières images, c'est les calcifications à contenu liquidien en phase de résorption. Et il faut bien distinguer ces calcifications d'une tendinite chronique avec des petites calcifications. Ce n'est pas la même chose. C'est deux notions totalement différentes. Alors, la principale caractéristique de ces calcifications, c'est leur rôle, c'est leur potentiel migrateur, comme les oiseaux migrateurs comme ici. Donc, ces calcifications vont migrer. C'est pourquoi, lorsqu'on fait des radios à des intervalles différents, on ne va pas avoir la même calcification ni le même siège. D'accord? Vous voyez ici la calcification qui est en train de migrer dans la bourse BSAD. Ici, la calcification qui est en train de se résorber dans l'os, et ça peut donner, comme ici, des tableaux trompeurs d'un processus tumoral, infectieux ou bien un corps étranger. Donc, d'où la nécessité de bien voir la radio standard et de bien orienter le radiologue. Ici, la calcification, c'est à migrer dans la bourse, dans le muscle et puis dans l'os. Donc, elle peut se fragmenter et elle peut migrer n'importe où. Alors, quels sont les traitements de la tendinopathie calcifiante? Tout d'abord, les traitements conservateurs, la physiothérapie, la lutte contre la raideur de l'épaule, et puis les ANS en phase aiguë, plus ou moins une corticothérapie de faible, pour une durée brève. On peut aussi faire les infiltrations de corticoïdes, mais pas de première intention. Les ondes de choc, qui est une technique non invasive, qui permet de fragmenter les calcifications et a un effet antalgique et inflammatoire. Son efficacité dépend de l'énergie et des séances. Alors, je passe maintenant au lavage percutané éco-guidé, qui est le traitement de référence, mais pas de première intention. Les indications, c'est les calcifications bien limitées à contenu, surtout les calcifications qui ne sont pas dures, soit semi-liquides, soit liquides. Ce lavage n'est pas indiqué si la calcification est de petite taille, inférieure à 5 mm, si les calcifications sont fragmentées ou bien multiples, ou bien la migration intra-osseuse. On ne peut pas faire cette technique lorsque la calcification a migré dans l'os. Alors, comment se fait ce lavage percutané éco-guidé? Sous anesthésie locale, tout le long du trajet de l'aiguille, on va ponctionner la calcification sous guidage bien sûr échographique. On va injecter le sérum physiologique et la lidocaïne. On va fragmenter la calcification. Si la calcification est dure, on va essayer de la perforer. On va aspirer le calcium. Et on va répéter cette procédure plusieurs reprises, 2 à 3 fois. Et puis, on va injecter des corticoïdes dans la bourse BSAD. Alors, pour conclure cette première partie, quand l'épaule brûle, il ne faut pas méconnaître la cause microcristalline. Et comment reconnaître justement cette cause microcristalline? C'est le début brutal, la forte intensité de l'inflammation locale, la forte intensité de la douleur, le maximum des symptômes en moins de 24 heures, et puis
Donc, cette crise peut se résoudre spontanément en quelques jours à quelques semaines avec restauration ad integrum, et ça s'applique pour toute crise microcristalline, CCA, goutte ou rhumatisme à hydroxyapatite. Je passe maintenant à une deuxième vignette clinique. C'est le cas de Madame Halima, âgée de 70 ans, qui consulte pour arthromyalgie des deux épaules avec cervicalgie inflammatoire évoluant depuis 3 semaines, avec notion d'asthénie et d'anorexie récente. L'examen, limitation en actif et passif de deux épaules, mobilisation douloureuse du rachis cervical, signe de tabouret positif et syndrome inflammatoire biologique. C'est facile. C'est le syndrome PPR. De façon générale, qu'est-ce que c'est un syndrome PPR? Il y a la maladie PPR et le syndrome PPR. Le syndrome PPR, c'est un ensemble de pathologies qui peuvent donc commencer par les ceintures. Donc, tout d'abord, il faut éliminer les urgences. Qui dit urgence, origine infectieuse, les endocardites infectieuses, néoplasiques, paranéoplasiques, donc les hémopathies malignes, et surtout, l'urgence extrême, c'est la vascularite, c'est la maladie de Horton, qui peut aller vers la cécité rapide. Donc, éliminer la maladie de Horton en urgence, qui peut s'associer dans à peu près un quart des cas à la PPR. Deuxièmement, il faut évoquer les autres rhumatismes inflammatoires chroniques du sujet âgé et notamment l'APR du sujet âgé, parce que l'APR du sujet âgé peut commencer au niveau des épaules, contrairement à la femme, donc en post-ménopause où l'APR commence par la main. Il faut évoquer les connectivites, les myopathies et les diagnostics les plus rares, c'est les osteopathies, les osteomalacies, l'hyperparathyroïdie. Iatrogène, c'est les statines. Bien sûr, il n'y a pas de syndrome inflammatoire. Les dysthyroïdies et les pathologies dégénératives de la coiffe. Alors, quelle est la stratégie d'exploration en cas de syndrome PPR? Donc, selon les recommandations SFR 2024, on va commencer par une biologie incluant la CRP, la NFS, les phosphatases alcalines et transaminases, un bilan vitamino-calcique pour éliminer justement cette ostéomalacie ou bien cette hyperparathyroïdie, l'ACPA, le facteur rhumatoïde, ACPA, facteur rhumatoïde, anticorps antinucléaires, CPK, TSH et électrophorèse des protéines pour éliminer donc les diagnostics différentiels. Pour les radios, on va faire les radiographies des mains et du bassin, plus ou moins l'échographie articulaire. Mais franchement, dans notre pratique, on fait systématiquement cette échographie articulaire qui va confirmer donc, le diagnostic de PPR. Elle est très, très intéressante, l'échographie articulaire. Bien sûr, il faut commencer toujours par les radiographies standards. C'est un cas réel d'une malade que j'ai vue récemment et qui a donc traîné pendant plusieurs semaines pour des arthromyalgies. C'était une métastase osseuse donc d'un cancer du sein, tout simplement. Ça peut être néoplasique ou paranéoplasique. Deuxièmement, l'échographie. Et ça, c'est une échographie d'une patiente que j'ai vue en janvier 2026. Et vous voyez clairement cette... alors, je ne sais pas... Voilà. Donc, cette bursite, cette énorme bursite de la BSAD, et cette bursite est bilatérale, vous la voyez ici, associée à une ténosynovite. Vous voyez là l'épanchement dans la bourse du long biceps. Donc, ceci, c'est très pathognomonique d'une pseudo-polyarthrite rhizomélique. Et d'ailleurs, comment on va faire retenir le diagnostic? Tout patient supérieur à 50 ans qui a des douleurs des deux épaules avec un syndrome inflammatoire biologique, donc on va appliquer ces critères pour la PPR. Quels sont donc ce score pour le diagnostic de la PPR repose sur plusieurs items. Quels sont ces items? C'est la raideur matinale supérieure à 45 minutes, c'est la douleur ou la limitation de la hanche avec la limitation des deux épaules, et l'absence de facteurs rhumatoïdes et d'ACPA, donc c'est le principal diagnostic différentiel de la PR du sujet âgé, et puis des critères échographiques. Alors, quels sont les critères échographiques? Alors, on peut avoir soit une atteinte de deux épaules
qui peut inclure une bursite, une ténosynovite du long biceps, ou bien un épanchement intra-articulaire. Donc, ça doit être soit des deux épaules, soit une épaule et une hanche. Donc, si on a ces critères, donc c'est une pseudo-polyarthrite rhizomyélique. La conduite à tenir de façon générale. Alors, on a un patient de plus de 50 ans avec des arthromyalgies inflammatoires des ceintures et surtout la ceinture scapulaire avec une CRP élevée. On va éliminer les drapeaux rouges. On va chercher ces drapeaux rouges qui sont céphalées, claudication des mâchoires ou bien altération de l'état général. S'il y a ces drapeaux rouges, là, il faut faire rapidement l'échographie des artères temporales ou bien le PET scan. Et vous voyez que le PET scan est très, très sensible pour détecter la PPR comme ici. Ça va fixer sur plusieurs points. Et puis, le PET scan va montrer cette vascularite ici. Donc, cette vascularite dans le cadre de la maladie de Horton. Sinon, si la présentation clinique est typique, là, c'est une PPR et on va commencer tranquillement les corticoïdes. De première intention, il y a tout un protocole. Si les corticoïdes ne marchent pas, on va donner ou bien un récidive, le méthotrexate, voire même une biothérapie. Mais s'il y a un doute diagnostique avec des atteintes périphériques associées aux atteintes des ceintures scapulaires et pelviennes, là, il faut évoquer la PR et le rhumatisme microcristallin et faire une échographie des articulations touchées. Pour conclure cette deuxième vignette clinique, alors l'épaule du senior, c'est au carrefour de l'inflammation, du vasculaire et du néoplasique. Chez le sujet âgé, une atteinte inflammatoire récente de la ceinture scapulaire n'est pas banale. Il doit évoquer en premier lieu la maladie de Horton qui est l'urgence, une PPR, une origine paranéoplasique et l'APR du sujet âgé. Et merci. Merci vraiment pour ce tour d'horizon des diagnostics en fait, d'élimination devant une suspicion d'une épaule dégénérative. Donc la dernière intervention est annulée et donc on peut passer directement à la discussion. Donc on appelle professeur Hatem Bouhamoura qui va nous parler de la lésion SLAP, diagnostic et controverses et avancées thérapeutiques. Donc voilà, je vais commencer par remercier les organisateurs de m'avoir associé à leur congrès. Donc je vais vous parler, plutôt faire un petit résumé, un récapitulatif de ce syndrome de la SLAP lésion. Donc, je vous rappelle, c'est quoi les SLAP lésions? Donc, ce sont des lésions qui siègent au niveau c'est le supérieur labral, antérieur, postérieur lésion. C'est des lésions qui siègent donc au niveau de l'insertion labrale, au niveau de la zone 1. C'est la zone d'insertion donc de la longue portion de biceps, comme on voit sur ces vidéos. Donc, l'insertion labrale. Donc, ça a été défini depuis 1985. C'est des lésions qui ont été découvertes lors des arthroscopies. En fait, sur 544 arthroscopies, il a été découvert 139 lésions du labrum supérieur, soit 26%. Et sur 88% des lésions de SLAP, ils étaient associés à d'autres lésions, coiffe, bancarde ou arthrose. Donc, c'est une pathologie qui reste difficile à mettre en évidence, surtout chez un sportif, lanceur. C'est une pathologie qui est fréquemment, souvent utilisée pour expliquer des épaules douloureuses chez un sportif chez lequel on ne trouve pas d'explication. Mais une épaule douloureuse chez le sportif n'est pas toujours une lésion de SLAP. Donc, SLAP a été longtemps considéré comme un diagnostic d'élimination et a confirmé par arthroscopie. Il faut d'emblée différencier les lésions du SLAP du jeune et en particulier le sportif, qui sont souvent isolées, et les lésions du SLAP de l'adulte, qui sont des lésions souvent associées à d'autres lésions. Un petit mot sur le sportif. Fréquemment, ces lésions de SLAP sont une adaptation de l'épaule du lanceur afin d'améliorer ses performances. Donc, réparer systématiquement ces SLAP lésions revient parfois à en réduire l'épaule de ce sportif et parfois même à donner fin à sa carrière de joueur.
Donc, les SLAP lésions ont été classées par Snyder en 4 types. C'est une classification arthroscopique. Les classifications ont été étendues à 10 classifications après. Sur le plan donc, physiopathologique, je rappelle que le labrum supérieur, lieu de l'insertion de la longue portion de biceps, est un fibrocartilage qui a une structure proche du ménisque et qui présente des rapports étroits avec la longue portion de biceps et la capsule et le ligament gléno-huméraux. C'est une région qui est mobile et qui siège au niveau de la partie supérieure de la glène. J'insiste sur le mot mobile. C'est une région qui est de vascularisation précaire, mais surtout c'est une région qui présente beaucoup de variations anatomiques qui peuvent prêter et faire suspecter de lésions. Donc ici, je vous montre le labrum. C'est la structure fibrocartilagineuse qui est mobile. On la voit aussi sur cette position. On voit comment elle adhère, et elle adhère de façon différente sur ces 2 vidéos. Donc, je vais vous parler de variations anatomiques de l'insertion du labrum et de la longue portion du biceps sur la gaine, parce qu'en fait, c'est cette particularité qui fait beaucoup de faux positifs. Donc là, on voit un labrum qui s'insère sur la gaine, qui adhère fortement à la partie supérieure de la glène. Là, on voit un labrum, une insertion qui descend sur la face antérieure de la glène, qui peut donner, donc à tort, ou faire suspecter une lésion, mais en fait, ce n'est pas une lésion, c'est une variation anatomique. Il existe des formes anatomiques donc, de ces insertions de labrum, comme ici le foramen sublabral, qu'on voit donc 15 à 40% des épaules au cours de l'arthroscopie. Vous regardez donc là, c'est un décollement du labrum en avant et un véritable trou qui va faire suspecter une lésion du SLAP lésion. Ici, ce qu'on appelle le cord-like, c'est le ligament gléno-huméral moyen qui est tendu et qui va faire un petit foramen qui va fortement suspecter une lésion du SLAP. Donc, je veux parler de la classification de SLAP lésion, puisque c'est les éléments à prendre en considération lors des choix thérapeutiques et des orientations diagnostiques. Donc là, je vous montre la SLAP lésion type 1. En fait, ce n'est pas une vraie lésion, mais c'est un effilochage du labrum avec des dégénérescences localisées. Donc, il n'y a pas de vrai, comme on le voit ici, il n'y a pas de vraie lésion, il n'y a pas de vraie rupture, mais c'est un aspect dégénératif, une modification de la structure du labrum. C'est un aspect très classique qu'on voit presque sur toutes les arthroscopies faites pour d'autres pathologies, surtout chez les sujets âgés. Donc, c'est presque 21% de l'aspect du SLAP. La lésion la plus fréquente, la plus à controverse du SLAP, c'est la lésion type 2. En fait, là, on voit c'est un détachement du labrum supérieur de son insertion avec les biceps. Comme on le voit ici, donc au niveau de la partie supérieure, un véritable détachement de la glène. C'est le SLAP type 2 et qui présente dans 55% de lésions des SLAP. Donc le SLAP type 3 qu'on voit, donc, qui présente 5 à 10% de lésions de SLAP, c'est en fait une déchirure en anse de saut du labrum supérieur. C'est comme la lésion d'anse de saut donc, du ménisque, donc le labrum qui va tomber, comme on le voit ici, comme une anse de saut au niveau de l'articulation. On le voit sur la photo et on le voit ici en opératoire. Ça va donner un aspect comme ça sur l'arthroscanner. Donc c'est une véritable axe de saut qui va être responsable de désaccrochage en plus de la douleur. Donc les SLAP stade 4, en fait, c'est une lance de saut, mais qui va s'étendre au niveau du tendon de la longue portion de biceps. Donc la classification a été donc affinée. Il y a eu l'ajout de 6 autres classifications. En fait, c'est d'extension de la lésion de SLAP. Comme ici, le SLAP 5, donc c'est une extension qui va sur la lésion de pancarte en avant. Comme ici, donc là, c'est le stade où tout le labrum a une lésion circonférentielle sur le stade 6. Le stade 10, c'est une extension de la lésion du labrum qui va jusqu'à la coiffe. Donc, généralement, les 4 premiers stades de Sydney, ce sont les stades utilisés sur lesquels sont bases pour le choix thérapeutique et pour la prise en charge. Donc, comment on peut avoir une lésion de SLAP? Donc, différents contextes peuvent donc expliquer la survenue de lésion de SLAP. Donc, on peut voir une lésion de SLAP suite à une origine traumatique, c'est-à-dire une compression directe lors d'une chute. C'est la tête donc, qui est ascensionnée, il va comprimer donc, le labrum, il va l'arracher. Donc c'est une force de compression sur le bourrelet, comme ici, donc chute sur le poing, sur la main avec coude en extension.
Le deuxième mécanisme traumatique, donc c'est le mécanisme de traction brutale qu'on peut voir lors d'un accident sportif ou lors d'un accident de chute, d'accident sportif ou lors d'un accident de musculation. Donc l'autre origine, c'est le micro-traumatisme répété. C'est les mécanismes classiques chez le sportif, donc lanceur. On peut le voir aussi chez le sportif lors d'un mouvement de décélération, comme le mouvement de l'armée du bras. La clinique de ce slap lésion, elle est très variable, et surtout, elle n'est pas spécifique. La douleur n'est pas spécifique, et les signes cliniques donc, peuvent être associés à d'autres maladies. Généralement, les slaps sont fréquemment et fréquemment asymptomatiques, et la découverte, elle est fortuite. Les tests cliniques sont nombreux, mais il n'existe pas un texte parfait. Les symptômes évocateurs, donc le maître symptôme, c'est la douleur. C'est une douleur qui est interne, qui est profonde, qui est difficile à localiser, et souvent lors de mouvements au-dessus de la tête. Parfois, on trouve des signes d'instabilité, sensation de déboîtement, d'accrochage, de ressaut ou de dérangements internes qui sont toujours mal précis. Donc, il n'y a pas une symptomatologie spécifique à ces lésions. On peut trouver des pertes de force, rapportées par généralement le sportif comme étant le bras, il sent son bras comme un bras mort, une force qui est diminuée. Donc, l'examen clinique, élément clé du diagnostic, va donc se continuer par l'amnèse où on va apprécier le type de sport, le niveau de pratique du sport, on va apprécier le mode de début de cette douleur, de cette symptomatologie, qui peut être unique, qui peut être du micro-traumatisme ou bien installation progressive. Il faut chercher donc les signes associés tels que l'instabilité, le manque de force, ou bien il faut apprécier surtout donc, chez les sportifs les technopathies, le défaut de gestes sportifs. Apprécier aussi le traitement entrepris pour cette pathologie. L'examen donc, va se continuer par l'inspection. On appréciera le fosse épineuse, la dyskinésie de l'omoplate. Il faut apprécier les amplitudes en activation passive. Il faut voir les tests de la coiffe, le conflit, les tests d'instabilité classiques. Mais c'est le test spécifique à ces pathologies qu'il faut faire. Donc, il y a 4 tests qu'on a retenus. Donc, c'est les tests d'O'Brien où on pratique donc, une élévation active contre résistance. Les patients étant debout. Donc, la flexion de l'épaule, elle est 90 degrés avec une adduction de 15 degrés. Et donc, on fait la sensation de douleur en pronation et sa disparition en supination, donc, va donner un test positif. C'est un test qui est sensible, mais qui n'est pas vraiment pathognomonique de la maladie. Déjà, tous les textes ne sont pas spécifiques à la maladie. Le crank test, donc, on va stabiliser le scapula par une main et d'autre main, on applique au niveau du coude fléchi à 90 degrés une force centripète qui va pousser la tête contre la glène. Donc, la douleur lors de la mise en compression va donner un test positif. C'est un test qui est assez spécifique, mais il n'est pas très sensible. Le troisième test, c'est le Palm Arm test. En fait, c'est un test qui a été initialement fait pour le diagnostic de douleur ou la lésion de la longue portion de biceps. Donc, on fait une élévation contrariée dans le plan de la scapula en supination à 90 degrés d'antépulsion. Les tests positifs si il déclenche une douleur. Donc, il est moins sensible, mais il est beaucoup plus spécifique. Donc, le quatrième test à faire pour déceler ces lésions ou pour avoir une idée ou s'orienter vers ces lésions de SLAP, c'est l'irrigation test. Donc, le patient il est assis ou debout, pareil. Donc, le coude il est fléchi 90 degrés, le bras est donc le long du corps. Donc, on va faire le test, il est positif quand on a donc une douleur à la pression sur le trajet de la gouttière. On peut, dans ce cas-là, même palper la longue portion du biceps et on peut même sentir une subluxation, un déplacement anormal de la longue portion du biceps sous le pouce. Donc, le diagnostic a été suspecté sur les arguments cliniques. Pour confirmer ce diagnostic, donc, il y a des examens un peu plus spécifiques. Le bilan donc, prendra sûrement la radio standard avec une rotation différente, l'échographie, mais les examens qui vont essayer de confirmer le diagnostic, c'est l'arthroscanner. Donc, c'est un examen scanner avec injection de produits de contraste. Cet examen, il est spécifique à 70%, mais malgré tout ça, c'est un examen qui peut donner beaucoup de faux positifs, surtout devant les variations anatomiques. Donc, l'autre examen spécifique à ces lésions qui peut être très intéressant, c'est l'arthro-IRM. Donc, une IRM avec injection de produits de contraste dans l'articulation. C'est un examen qui est de son spécificité à 90%. Il permet aussi de faire le diagnostic, de classifier donc, ces lésions en 4 stades ou en 17 stades. Il permet de chercher une lésion kystique, un kyste qui est concomitant ou qui est en relation avec la lésion. Il permet de voir aussi les lésions associées. Donc, le diagnostic a été suspecté sur la clinique, confirmé partiellement par le bilan radiologique. Donc, on va commencer le traitement médical et physique.
Donc, ce n'est qu'en cas d'échec, on passera à l'autre examen, en fait, qui est en même temps thérapeutique et diagnostique, c'est l'arthroscopie. Donc, je vous parlerai de traitement, en continuité de cette présentation. Donc, le traitement peut aller de la simple abstention au traitement médical et physique et au traitement chirurgical qui ne peut se concevoir que sous arthroscopie. Donc, le traitement conservateur, qui doit être toujours de première intention, comporte le traitement médical avec les antalgiques, les infiltrations, la technopathie, la modification et la correction des gestes chez les sportifs. Surtout, il faut essayer de ne pas faire de rétropulsion exagérée ou essayer de faire avancer le coude lors de la lancée. Ces tests généralement amènent à une amélioration de la symptomatologie. Le traitement médical va être continué par le traitement physique, c'est-à-dire lutter contre la raideur articulaire en améliorant les amplitudes, rééquilibrer le ratio des forces internes et externes et travailler la proprioception comme ici sur le Medicine Ball. Donc généralement, le traitement conservateur médical et physique va permettre un retour au sport de presque tous les patients, mais 70% seulement vont récupérer donc un retour à l'état antérieur. Quels sont les facteurs de mauvais pronostic de ce traitement conservateur? C'est l'existence d'un traumatisme récent, c'est les sports et les activités au-dessus du plan de l'omoplate, et c'est un test de compression-rotation qui est positif. Donc, ce n'est qu'en cas d'échec du traitement médical et physique qu'on peut concevoir ou parler de la traitement chirurgical. C'est le traitement chirurgical qui est toujours arthroscopique. Donc, il va se voir en cas d'échec de traitement médical et en cas de lésions associées. Les facteurs qui influencent le choix de ce traitement chirurgical, c'est l'âge des patients, le type du sport et son niveau. Donc, différents types de traitements chirurgicaux existent, qui vont du simple débridement aux réparations de ces lésions. Donc ici, je vous montre le cas d'un avivement. C'est un geste simple qui vise à améliorer les conditions locales afin que la cicatrisation de ces lésions se fasse toute seule. En fait, c'est un débridement, avivement de la lésion pour qu'elle cicatrise toute seule. On le voit ici, c'est un geste sous arthroscopie simple. Malgré même que c'est une arthroscopie, ça reste toujours une chirurgie. Donc, on peut faire des gestes un peu plus élaborés, c'est la tonotomie de la longue portion de biceps. C'est-à-dire, on vient et on coupe la longue portion de biceps, généralement à son insertion sur la brame. Ça va faire diminuer les tensions sur cette région et favoriser les cicatrisations et diminuer la douleur. On voit ici, c'est en train de se faire couper et regardez comment ça va se bloquer à l'entrée de la gouttière. C'est un geste qui est rapide, qui ne coûte pas cher, qui donne de très bons résultats. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire de tonotomie, c'est-à-dire on coupe la longue portion de biceps, mais dans ce cas-là, on la fixe. Surtout chez les jeunes, parce que la tonotomie simple, donc si on lâche, ça peut donner le signe de Bopay, donc ça va donner une boule qui reste toujours inesthétique, malgré qu'elle n'a pas d'influence sur la fonction et la douleur du patient. Donc on peut faire de tonotomie comme ici, donc on tient la longue portion de biceps par le fil, après on la coupe. Ici, on la fixe et on la fixe. Donc, c'est la tonotomie de la longue portion de biceps et sa ténodèse à l'entrée de la gouttière. Donc, il existe différentes techniques de fixation, différentes techniques d'endroit de fixation. Donc, on peut faire des ténotomies autobloquantes qui se bloquent tout seul ou bien on fixe par des vis. Donc, il n'y a pas de différence significative entre les différentes techniques. Donc, prise en charge chirurgicale, soit faire de tonotomie isolée, soit faire de tonotomie associée à ténodèse, c'est-à-dire fixée. Sinon, on peut faire, et théoriquement, c'est le plus anatomique, fixer ou réinsertion la lésion du SLAP, la fixer à leur place. Comme ici, donc on avive et on fixe ces décollements, on les fixe par des vis. Ce n'est pas en fait des vis, c'est des encres de quelle sorte un fil et on fait la suture. Et on va avoir un aspect, donc ici l'avivement, le passage de l'encre. Et puis on va avoir l'aspect final comme ici. Donc regardez le passage du fil et on serre nos nœuds
Et après, on va voir un labron comme cette image ici. Donc, c'est la réparation la plus anatomique, mais c'est la réparation qui donne beaucoup d'échecs et beaucoup de déceptions. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il y a un défaut de cicatrisation à cause de la malvascularisation de cette région. Secondairement, parce qu'en réinsérant, donc on tire sur la langue portion du biceps et on va avoir des souffrances résiduelles de ce biceps. Et après, parce qu'en fixant, on perd cette élasticité que le complexe labral avait. Donc, en perdant de cette élasticité, on perd beaucoup de choses. On perd de la force, on perd de la mobilité, on garde et on laisse la douleur. Donc, c'est pour cela, donc, plusieurs auteurs, après quelques années d'acharnement, quelques années de concentration sur ces sutures, réinsertion de cette lésion, on a actuellement un recul et un abandon progressif de ces techniques de réinsertion. Donc, les traitements chirurgicaux doivent être suivis par de suite post-opératoire. Généralement, on immobilise pendant 3-4 semaines. Une rééducation progressive et longue doit être poursuivie aussi. Il va y avoir interdiction de sport de charge et reprise de sport pendant quelques mois. Pour un sportif, donc une reprise de sport, il ne va pas se concevoir avant pas moins de 6 mois, si on fait réinsertion. Par contre, pour des ténotomies, la reprise et la guérison peut se voir beaucoup avant. Alors, quelles sont les indications? Les indications donc, découlent du stade de la lésion, de son âge et de son activité. Pour le stade 1, on a dit que c'est un stade presque dégénératif, c'est des lésions chroniques qui sont généralement asymptomatiques, où on le voit souvent lors d'autres lésions, fréquemment donc, chez un sujet âgé. Le traitement doit être donc ici obligatoirement conservateur, basé sur un traitement médical et physique prolongé. La lésion la plus fréquente, c'est le décollement du complexe labro-bicipital. Comme on l'a dit, c'est la lésion la plus fréquente. Quand elle sévient sur un sujet jeune, actif et sportif, utilisant la main au-dessus de la tête, on essayera classiquement de faire des réinsertions, mais actuellement, on a tendance à faire plus de ténodèse. Pour les patients supérieurs à 35 ans, 40 ans, qui n'est pas sportif, dans ces cas-là, on fait des ténotomies ténodèse. Ténodèse fixée par des vis ou bien ténodèse autobloquante. Donc, en fait, ces ténodèses ou ténotomies ténodèses donnent de meilleurs résultats fonctionnels avec moins de révisions ou moins de risques. Pour le stade 3, où on trouve une anse de saut qui est luxée, qui tombe dans la glaine. Dans ce cas-là, on fait le débridement du fragment instable et on fait pareil, donc des ténodèses, ténotomies ténodèses. Certains gardent encore les indications de la réparation. Pour le stade 4, où là il s'agit d'une anse de saut avec une extension de la lésion vers la longue portion du biceps. Donc pour le patient inférieur à 40 ans, on fait donc de débridement avec une ténodèse. Pour le sujet jeune, on peut toujours essayer de faire des réparations, des réinsertions. Alors, comme conclusion, c'est une pathologie qui est réelle, qui existe encore. Ce n'est pas un mythe, c'est une pathologie qui est réelle, qui existe. Mais surtout, il faut prendre en considération l'existence de beaucoup de variations et de variantes anatomiques. C'est une pathologie qui est surdiagnostiquée. En fait, les stades 2 et 1 sont retrouvés chez presque beaucoup de patients, et surtout chez des patients asymptomatiques. Donc, il faut prendre en considération aussi que cette lésion d'adaptation de certains joueurs lanceurs pour augmenter la rotation externe et améliorer la force de frappe. Il faut se méfier du cas du sportif en baisse de forme qui pousse à une chirurgie souvent décevante et souvent au-dessous de ses attentes. Le diagnostic clinique est non spécifique et aucun test physique n'est parfaitement spécifique à cette pathologie. Le diagnostic préopératoire reste parfois incertain. L'arthro-IRM et l'examen de référence, malgré qu'il présente de nombreux faux positifs. Le meilleur diagnostic, moyen diagnostic, c'est de faire une corrélation donc, entre clinique et une arthro-IRM. Le débat persiste encore sur le moyen thérapeutique, chirurgie ou traitement conservateur, d'une part, et même si on choisit la chirurgie, entre réparer ou faire des ténodèses. Actuellement, donc, désormais, la rééducation fonctionnelle et le traitement médical sont mis à l'avance. La chirurgie, qui est toujours sous arthroscopie, est réservée aux échecs de traitement médical et physique.
La tendance actuelle, c'est de préférer les ténodèses de la langue pensante bisexe, c'est-à-dire fixées à l'entrée, plutôt que faire de réparation. Voilà, merci. Merci beaucoup, cher ami, pour cette excellente présentation. Donc, nous allons passer à la discussion. S'il y a des questions dans la salle à propos des... Oui, professeur Ziri. Bon, donc merci à tous les orateurs. C'était vraiment une session très intéressante. Moi, c'est juste deux petites remarques auxquelles je pensais pour les prochaines réunions et surtout les prochains travaux de notre société. Hier, dans notre réunion du bureau, on a parlé un petit peu de la reconnaissance de la société, des protocoles et tout. Mais je pense que jusqu'à présent, nous n'avons jamais provoqué quelque chose à l'INEAS. Nous avons toujours été associés, et pas toujours de première main, on va dire. On a toujours été associés au groupe de lecture, de relecture de l'Institut national d'évaluation et d'accréditation en santé. Et je pense que c'est vraiment l'occasion, maintenant on est nombreux, si on veut faire reconnaître notre spécialité, reconnaître les protocoles, avec la révision de la nomenclature, de dire tout ce que peut faire un médecin rééducateur, il est plus que temps de faire ce genre de choses. Et d'autant plus que pour participer assez régulièrement à ces réunions et protocoles, ils nous disent maintenant à l'INEAS qu'on n'a pas le droit d'utiliser les recommandations HAS. D'accord ? Donc c'est vrai qu'on les utilise toujours, mais ils nous disent toujours aussi, vous devez faire vos propres recommandations. On n'a pas le droit de les appliquer. D'accord ? Donc je pense qu'il est plus que temps qu'on fasse un groupe de réflexion pour faire ce genre de... Il y en a beaucoup de domaines dans la neurologie, dans la rhumatologie, dans les affections de l'appareil locomoteur d'une façon générale, dans l'urologie, la pelvipérinéologie. Il faut vraiment qu'on se mette à faire ces recommandations avec des groupes de travail qui sont dirigés par des médecins rééducateurs. Vous avez bien vu l'exemple de l'accident vasculaire cérébral en France. C'est Alexis Schnitzler qui a fait donc tout ce travail. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on le fasse si on veut accéder à ce niveau de reconnaissance. La deuxième chose, c'est qu'on a eu plusieurs journées récemment avec le ministère de la Santé sur tout ce qui est, infection associée aux soins, les protocoles de précaution et tout. Et moi, ce que je me pose comme question, c'est tous les gestes que nous faisons selon les degrés d'atteinte, toutes ces injections que nous faisons à différents niveaux. Quand on fait des formations, quand on fait des vidéos, des photos, eh ben, moi je sais que mon comité d'hygiène, il m'aurait mis une mauvaise note pour certains gestes tels que parfois nous les faisons, et chaque fois on est obligé de changer. Donc c'est aussi peut-être des recommandations de bonnes pratiques qu'il faudrait peut-être auxquelles on pense et qu'on mette dans nos présentations d'une façon générale. Et sinon, bravo et bonne continuation pour le reste. Merci, Catherine. Moi, je reviens. J'étais un peu contradictoire avec la conférence de Dr Jihen par rapport à l'échographie. Il a été dit que l'échographie est indiquée après 3 mois dans la littérature. Mais ce que je présente est une autre conception, une nouvelle conception. C'est que l'échographe est la continuité de la main du clinicien. Ce n'est pas le radiologue qui va Je ne vais pas demander une échographie pour recevoir des clichés. Et on voit maintenant même des échographies sans radio-standard ont été demandées sans radio-standard. Moi, je parle où je vois que l'échographe, à côté du clinicien qui fait son examen clinique, puis il le continue dans la continuité par l'échographie, il peut lui donner un clé diagnostique. Une épaule qui est douloureuse, elle peut l'être sans être aiguë, hein. Elle peut l'être par une ténosynovite de l'ombiceps. Et ça, tu ne vas pas le voir à la clinique, ni à la radio, ni à aucun autre examen, sauf à l'échographie. Et le geste thérapeutique est évident.
le geste thérapeutique, c'est d'infiltrer cette longue portion de biceps. Donc, je ne suis pas d'accord avec qu'on présente, surtout pour les jeunes, que l'échographie, ça devrait être demandé qu'après 3 mois. L'échographie, c'est un moyen de diagnostic dans la continuité de l'examen clinique. Elle devrait être faite par l'examinateur, le clinicien lui-même. Je sais que c'est un vrai combat, mais je pense que ce combat devrait être fait et on va certainement le gagner et c'est au profit des malades. C'est vrai, nous avons repris les recommandations publiées. Mais c'est vrai que même, est-ce qu'en pratique, on attend 4 à 6 semaines devant un patient très douloureux comme ça? Je ne pense pas qu'on peut se permettre. C'est ce que vous nous avez montré. Nous n'avons pas des patients qui sont correctement suivis. Même parmi nos patients diabétiques, on se retrouve parfois devant des arthrites. Moi, récemment, j'ai vu une patiente aussi qui venait d'être traitée en orthopédie. Elle a probablement une PPR et donc là, c'est une urgence. On ne va pas attendre, bien sûr, ces recommandations-là. Heureusement qu'on reste médecin. On n'a pas encore l'IA effective pour nous guider et nous dire si on a le droit ou pas. Mais on reste quand même toujours maître de nos décisions quand même médicales, c'est sûr. Mais ceci dit, de faire ces recommandations, je pense que c'est très important. Et c'est l'intérêt de ne pas appliquer les choses de l'étranger, justement. Professeur Roubi. Merci. Donc pour rester sur la... Oui, c'est vrai, docteur Diri, c'est très important de faire nos propres recommandations. Mais hier aussi, malheureusement, c'est pas pour rester sur une note négative. On a dit aussi au cours de la réunion qu'on n'est pas très nombreux, les médecins physiques. Et j'ai été surprise, on est en une centaine. On est 80 médecins physiques en Tunisie. On n'est pas pour faire des groupes de travail, malheureusement. C'est pas toujours possible. Et c'est un appel aux jeunes pour rester dans le pays et pour faire, parce que c'est un sujet, faire des travaux, c'est pas toujours attractif pour les jeunes, malheureusement, malgré c'est très constructif pour notre spécialité. Moi, je n'ai pas terminé mon observation. On a vu les atteintes de l'épaule, mais on a passé à côté, il y avait une conférence qui devrait être faite sur les épaules avec capsulite rétractile qui n'a pas été faite, mais c'est une pathologie qui est très fréquente où l'examen clinique est le maître de diagnostic. Et il est très important d'insister sur l'examen clinique, soit dans tout examen de l'épaule, l'examen clinique est le maître de la situation. Et dans les épaules bloquées, le plus souvent, on a un malade qui vient sans radio et avec une échographie qui montre soi-disant une rupture de la coiffe. Et le chirurgien lui dit que je devrais opérer. Et donc, vraiment, on a besoin de remettre tout ça en place. Merci. Je pense qu'on est tout à fait d'accord, professeur H. Dans tous les discours qu'on entretient avec les résidents, on insiste et on dit que l'examen clinique garde toujours sa place primordiale. L'examen systématisé, si on peut dire, ou systématique de l'épaule reste le gold standard pour un petit peu opposer soit d'emblée le diagnostic de la capsulite sans avoir recours aux autres explorations ou aller demander les explorations les plus adéquates. S'il y a d'autres remarques. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le professeur Dzil et professeur Lage par rapport à la réalisation de recommandations nationales dans la prise en charge, notamment ici donc, de la pathologie de l'épaule. Moi, ma gêne, c'est par rapport également au délai de prescription des radios. Comme disait le professeur Ben Salah, là, on était en train de discuter. Les patients, nous, peut-être que ces recommandations de HAS, c'est des recommandations qui s'adressent peut-être aux médecins de famille ou aux médecins généralistes. Nous, les patients, ils viennent souvent en fin de parcours. Donc, d'emblée, on va demander le maximum d'exploration. Et puis, il y a un aspect qui nous gêne énormément, nous, avec la CNAM, c'est que, par exemple, si on fait une prescription de rééducation, la CNAM exige
un examen complémentaire. Sinon, ils n'accordent pas la prise en charge éducative. Peut-être que si on fait des recommandations nationales, on pourra, par ce biais-là, faire pression sur la CNAM pour mieux faire accepter nos prescriptions également. Donc ça pourrait être utile et dans le public et dans le privé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou bien c'est clair? Voilà, Jean, merci pour cette session et on vous invite à prendre un café. Et